Au moins 67 morts dans un crash d'avion dans le centre du Népal. Il s'agit de la catastrophe aérienne la plus meurtrière en 3 décennies dans ce pays. En Ukraine, le bilan humain s'est alourdi dans un immeuble d'habitation de Dnipro touché samedi par un missile russe. Au moins un enfant figure parmi les victimes. Florian Teichmeister, acteur autrichien du film Corsage en lice pour les Oscars, a été inculpé pour possession de matériel pédopornographique. Au Népal, un habitant a filmé le moment où un bimoteur de la compagnie Yeti Airlines a perdu le contrôle avant de s'écraser. Un bilan toujours provisoire fait état de 67 morts sur 72 passagers. 5 d'entre eux auraient survécu à cette catastrophe aérienne, la plus meurtrière au Népal en 3 décennies. L'avion en provenance de la capitale Katmandou s'est écrasé non loin de l'aéroport de Pokhara, où il devait atterrir dans le centre du Népal. La carcasse de l'appareil en feu a été retrouvée au fond d'un ravin. Des habitants suivis par des dizaines de secouristes se sont précipités sur les lieux pour tenter de retrouver des survivants au milieu des débris. Les passagers étaient majoritairement népalais. À bord se trouvaient également 15 étrangers, dont un Français, un Irlandais et 4 Russes. Le Premier ministre népalais s'est adressé aux médias. L'incident, dit-il, est tragique. Les forces de l'armée népalaise ont été déployées pour le sauvetage. Les accidents d'avion ne sont pas rares au Népal. Certains pointent du doigt le manque de formation des pilotes et une maintenance insuffisante des appareils. Après presque 3 années de restrictions sanitaires, la liaison ferroviaire à grande vitesse entre Hong Kong et la Chine continentale a rouvert ce dimanche. Les voyages sont possibles dans les 2 sens avec un test Covid négatif datant de moins de 48 heures. La fin de la politique zéro Covid décidée il y a 1 mois par les autorités de Pékin a conduit à une forte augmentation des cas et à une hausse de la mortalité, même si les autorités communiquaient des chiffres très en deçà de ce qui pouvait être observé dans les hôpitaux et les morgues chinoises. Samedi, Pékin a finalement annoncé au moins 60 000 décès au cours du mois dernier en raison du Covid, mais l'OMS demande des données plus détaillées. La méthode de calcul adoptée par les autorités chinoises en décembre n'inclut que les décès liés à une insuffisance respiratoire et ne tient pas compte des personnes mortes à leur domicile. Alors que les célébrations du Nouvel An lunaire approchent, les autorités craignent un rebond épidémique car des millions de Chinois s'apprêtent à se retrouver en famille au moment où le pic des contaminations semble être passé. Les recherches se poursuivaient ce dimanche pour retrouver des survivants et des corps dans les ruines d'un immeuble de Dnipro touché la veille par un missile russe dans l'est de l'Ukraine. Un dernier bilan qui devrait encore s'alourdir faisait état de 29 morts et d'une quarantaine de disparus. Le gouvernement ukrainien a accusé les forces russes d'avoir utilisé un missile à haute précision. Est-il possible d'arrêter la terreur russe? Oui, c'est possible. Peut-on le faire autrement que sur le champ de bataille en Ukraine? Malheureusement, non. De quoi avons-nous besoin? Des armes que nos partenaires ont dans leurs entrepôts et que nos guerriers attendent. Outre Dnipro, les bombardements russes ont visé samedi plusieurs régions ukrainiennes. Les frappes ont à nouveau ciblé les infrastructures énergétiques, occasionnant de nouvelles coupures de courant sur l'ensemble du territoire, notamment dans les régions de Kharkiv et de Lviv. Pour les Ukrainiens, l'hiver sera long et douloureux. Il fait froid, très froid dans les rues de Yakoutsk, ville de l'extrême-orient russe en Sibérie centrale. Les services météo annoncent des températures pouvant descendre jusqu'à moins 62 degrés la nuit. Cet air glacial venant de l'Arctique déconcerte les habitants pourtant habitués. Malgré ce froid polaire, ces commerçants vendent leurs produits à l'extérieur. C'est la première fois qu'il y a un tel hiver, explique cette vendeuse de poissons. Les années précédentes étaient très chaudes, maintenant il fait très froid. Les gens d'ici peuvent en témoigner. Les commerçants là-bas gèlent jusqu'aux os. J'ai très froid, j'ai l'impression que c'est l'hiver le plus froid, dit cette étudiante. Mes chaussures ne sont pas assez solides pour de telles températures. Il fait très chaud à l'intérieur des bâtiments, il fait très froid à l'extérieur. Difficile de trouver le juste équilibre. Ce froid extrême, inhabituel, n'est pas sans conséquence pour la communauté locale. Les écoles sont fermées et les routes dangereuses. Par ailleurs, le système énergétique est soumis à rude épreuve. Début janvier, plusieurs familles de la région s'étaient retrouvées sans chauffage suite à un incident.
L'acteur autrichien Florian Teichtmeister dans la tourmente après son inculpation pour possession de matériel pédopornographique. Dans un communiqué, l'équipe du film Corsage, consacré à l'impératrice Sissi, s'est dit choquée par les révélations concernant celui qui incarne l'empereur François-Joseph. En lice pour représenter l'Autriche aux Oscars dans la catégorie meilleur film étranger, Corsage va être déprogrammé par la chaîne de cinéma Cinéplex qui gère 400 salles dans 12 pays. La télévision publique ORF, qui a cofinancé le long métrage, a également annoncé retirer tous les programmes dans lesquels l'acteur apparaît. Selon son avocat, il compte plaider coupable. Florian Teichtmeister va plaider coupable dans la procédure pénale. Il a tout avoué dans la procédure préliminaire. Il a toujours coopéré pleinement avec les autorités et il suit un traitement psychologique depuis 2 ans, ce qui lui a permis de travailler sur ses problèmes mentaux qui l'ont conduit à posséder les fichiers en question. Il assume donc l'entière responsabilité de ses actes, mais tient à souligner qu'il s'agit d'une infraction purement numérique et qu'il n'a porté atteinte à aucune personne. Les producteurs du film Corsage affirment quant à eux que le tournage s'est déroulé avant que les premières rumeurs n'apparaissent à l'automne 2021. Confronté, l'acteur leur aurait ensuite affirmé avec conviction qu'elles étaient fausses. Florian Teichtmeister doit comparaître devant le tribunal le 8 février. Il risque jusqu'à 2 ans de prison. Au Pérou, l'archevêque de Lima a célébré dimanche une messe en l'honneur des personnes décédées lors des troubles qui ont suivi l'éviction du président péruvien Pedro Castillo. Récemment, un jeune homme de 16 ans a été abattu lors de manifestations dans la région de Puno, dans le sud du pays, portant le bilan à 49 morts en plus d'un mois de manifestations. La capitale du pays et 3 autres régions ont été placées en état d'urgence ce dimanche, depuis l'éviction de l'ancien président et son remplacement par Dina Boluarte, la nouvelle chef de l'État. Les tensions n'en finissent pas de s'intensifier dans le nouveau bain de sang en République démocratique du Congo. Dimanche, un attentat à la bombe a fait au moins 10 morts et 39 blessés lors d'une célébration dans une église pentecôtiste. L'attaque s'est produite dans la province du Nord Kivu, à Kasindi, une ville située à la frontière avec l'Ouganda. Selon ce porte-parole de l'armée, l'attaque aurait été perpétrée par le groupe terroriste des forces démocratiques alliées, des rebelles musulmans d'origine ougandaise. Dimanche soir, le groupe État islamique a par ailleurs revendiqué l'attentat. La police, quant à elle, a interpellé sur place un suspect d'origine kenyane. Au Royaume-Uni, une église du quartier d'Euston à Londres a été prise pour cible ce week-end. Pour des raisons encore inconnues, un individu a tiré depuis sa voiture avec un fusil de chasse. Bilan 6 personnes blessées, 2 enfants et 4 femmes. Nous voulons entendre toute personne ayant été témoin de l'incident ou ayant des informations à ce sujet. Vos informations peuvent être d'une importance vitale, a déclaré ce porte-parole de la police londonienne. Une fillette de 7 ans reste hospitalisée avec des blessures mettant sa vie en danger. Les Voies de la Liberté de Jackson Pollock à Maria Lasniche est une exposition consacrée aux œuvres des expressionnistes abstraits de l'école de New York et de leurs homologues en Autriche dans les années 50, une période clé pour l'art après la Seconde Guerre mondiale. La peinture a pris des directions complètement nouvelles. Au lieu de la représentation figurative ou de l'abstraction géométrique, les peintres ont adopté une approche radicalement différente et libérée de la forme, de la couleur et de la matière. Le musée d'Orsay emmène les visiteurs dans un voyage à la découverte de l'œuvre d'Edvard Munch, avec une exposition présentant pas moins de 100 pièces, couvrant 60 ans de création et montrant que l'art du peintre norvégien ne peut être réduit à sa célèbre composition, le cri. Les peurs de Munch sont visibles dans les lignes sinueuses de ses compositions, ainsi que dans les couleurs puissantes et dynamiques qu'il utilise, une visite incontournable si vous êtes à Paris. Margarita Azurdia est la première exposition monographique en Europe consacrée à l'artiste guatémaltèque, l'une des principales artistes d'Amérique centrale au XXe siècle. Sa production artistique comprend des peintures et des sculptures, ainsi que des dessins, des collages et des poèmes. Formé aux États-Unis et au Canada, moins conservateur que le Guatemala, sa pensée anti-système et féministe s'est heurtée à la société conservatrice de l'époque.